Je suis Alice de Rochechouart et vous écoutez Le Fil d'Actu, le podcast engagé qui remet la philosophie au cœur de l'actualité. Ici, pas de philo prétentieuse et déconnectée du monde, mais une philo accessible et ancrée dans la société. Tous les mercredis, je vous propose une chronique commentant l'actualité et une fois par mois, l'interview d'un ou d'une philosophe contemporaine. Prêt et prête pour une philosophie vivante et engagée ? Bienvenue dans Le Fil d'Actu. Qu'est-ce que la virilité ? En quoi cet idéal, cette injonction à laquelle il faudrait se conformer, explique-t-elle la violence masculine et patriarcale ? Comment pouvons-nous lui échapper pour repenser un modèle de masculinité qui échapperait au cycle de la violence ? Voici les questions que j'ai posées à la philosophe Olivia Gazalet, qui a consacré tout son parcours philosophique à l'analyse des structures de domination. Dans cette interview, vous l'entendrez raconter l'histoire de la virilité et analyser comment on peut tenter d'échapper au piège de la masculinité toxique. Mais la réflexion d'Olivia Gazalet ne s'arrête pas là. Peut-on rire de tout ? Le rire est-il un outil de domination ou au contraire un puissant outil politique et subversif ? Dans la deuxième partie de l'interview, vous découvrirez comment le rire et l'humour sont ambivalents et comment ils doivent être mis au service d'une éthique plutôt qu'au service du pouvoir. Alors, accrochez-vous pour un voyage au cœur de la virilité et de l'humour qui vous donnera de nouvelles armes pour penser les structures de domination. Bonjour Olivia. Bonjour Alice. Alors Olivia, tu es philosophe et tu as publié plusieurs livres. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de deux ouvrages que tu as publiés. Le premier s'intitule « Le mythe de la virilité ». Tu l'as sorti en 2017. Et ensuite, le deuxième, c'est « Le paradoxe du rire » que tu as publié l'année dernière et qui est en train de sortir en poche. Donc c'est une très bonne occasion d'en parler. Mais avant de parler de tes thèmes de recherche et de tes analyses, je vais te poser la question rituelle du fil d'actu. C'est quoi, pour toi, la philosophie ? Je dirais que la philosophie, c'est l'art de penser par soi-même et contre soi-même. Bon, c'est pas une définition, mais disons que la philosophie, pour moi, c'est un art du questionnement. C'est l'idée de questionner les présupposés, les idées reçues, les fausses évidences, d'aller au-delà des apparences. Et c'est aussi une capacité à s'indigner. À s'indigner. On commence en fanfare. Je savais que ça allait te plaire. Bien sûr. L'indignation. Voilà, je crois que c'est important de s'indigner parce que le monde comme il va ne va pas du tout. Et je pense que le rôle de la philosophie, c'est aussi d'éclairer les consciences, d'éveiller les consciences parfois même de les subvertir et de jouer un rôle de lanceur d'alerte parfois, ou de démineur, de démystificateur, ou triste, tout ça évidemment à mettre au féminin également. Bien sûr. Voilà, c'est tout ça la philosophie. Alors j'aime beaucoup, évidemment, tu peux t'en douter, cette définition. Questionner, s'indigner, subvertir, tout ça, j'aime beaucoup. Ça m'amène à ma deuxième question rituelle. C'est quoi pour toi l'émotion première qui est liée à la philosophie ? Quelles sont les émotions que ça génère chez toi ? En fait, c'est des émotions très variées d'un texte à l'autre. Et même parfois d'une époque à l'autre, parce qu'on n'a pas forcément la même émotion avec un texte qu'on a lu à 17 ans ou en terminale et qu'on relit bien plus tard à 30, à 40 ou à 50. Mais disons que j'ai essayé de réfléchir à cette question puisque tu m'y avais préparé. Et je me suis dit, tu dévoiles les coulisses. Je ne peux pas dire qu'il y ait une émotion, il y en a plusieurs. Par exemple, ça peut être l'admiration. La première fois que j'ai lu, par exemple, Le deuxième sexe, c'était l'admiration. De Beauvoir, je précise. Pour la finesse, pour la profondeur, pour l'étendue de sa culture, pour la maestria de la synthèse, des recherches, etc. C'est l'admiration. Ça peut être aussi, parfois, à l'inverse, de l'ennui. Et ça, il y a des penseurs, j'ose le dire, qui me tombent des mains, qui provoquent un énorme ennui. Écoute, par exemple, Heidegger, je dois dire que j'avais un professeur en Cagne qui était un heideggerien presque, j'allais dire, fanatique et qui nous faisait passer un mois complet sur un paragraphe des chemins qui ne mènent nulle part. Et je me disais, mais ça mène nulle part. Ça porte très bien son nom. Voilà, et je m'ennuyais profondément. Ça peut être aussi parfois une sensation d'incompréhension ou d'écrasement, c'est-à-dire qu'on est face à une pensée qui est tellement dense, qui est tellement ardue, qu'on est intimidé. Donc ça, c'est par exemple l'impression que me fait Kant.
où je sais que c'est génial, que c'est passionnant, mais je sais aussi que pour bien comprendre Kant, il faudrait passer une semaine sur chaque page de la critique de la raison pure. Donc ça, c'est intimidant, c'est écrasant, c'est même un peu oppressant. C'est des émotions variées, voilà, pour le dire. Alors, je trouve ça très intéressant ce que tu dis, et je pense que ça va intéresser les gens qui nous écoutent, parce que c'est vrai que cette notion d'être intimidé dont tu parles, je pense que c'est un sentiment qui est partagé par beaucoup de gens qui disent j'aime pas la philo parce que c'est un truc de prétentieux, jargonneux, intimidant, quoi. Mais ce que je trouve très intéressant dans ce que tu dis, c'est que tu dis oui, mais allons chercher d'autres auteurs, d'autres autrices. Je pense que c'est pas totalement un hasard si tu nous as parlé de Beauvoir pour l'admiration. Il y a plein d'autrices qui sont hyper intéressantes. Et peut-être on peut se dire, n'allons pas forcément chercher les grands classiques qui peuvent être très ardus. Allons voir d'autres philosophies. Bah, c'est un peu ce que j'essaie de faire ici. Donc j'aime beaucoup cette idée d'un. Mais c'est très réussi d'ailleurs. Tu le fais très bien. Je cherchais évidemment le compliment. Je pense que c'est un très bon conseil en filigrane qu'on peut donner. C'est si quelque chose vous paraît ardu ou ennuyeux, laissez tomber, allez voir autre chose. Il y a suffisamment d'ouvrages passionnants qui pourront vous éveiller, quoi. Voilà. Ou alors aussi, pas laisser tomber définitivement, mais mettre de côté en se disant j'y reviendrai plus tard. Et parfois, un penseur en éclaire un autre. C'est un cheminement, la philosophie. Vraiment, c'est un cheminement très personnel. On se fait sa petite bibliothèque personnelle et finalement, on est construit de ça. Il faut pas se forcer, je pense, à part quand on est étudiant en philo, évidemment, on est obligé de s'astreindre à la lecture de, voilà, moi je me souviens d'avoir passé les vacances de Noël complètes en année de licence sur Leibniz, lecteur critique de Descartes. Oh là là. Je me souviens encore Joyeux Noël. J'ai fait 500 pages. Voilà, j'étais obligée. Ouais, bien sûr. Mais quand on n'est pas obligé, on peut se dire, bon voilà, je le mets de côté, j'y reviendrai plus tard. Comme quoi, intéressant pour les auditeurs, auditrices, de découvrir que même des gens qui écrivent des livres de philo se sentent parfois intimidés. Ah, mais complètement, mais c'est très bien. Mais je pense que je serais toujours intimidée. Ouais. Et puis, il y a toujours des choses que je ne comprends. Il y a des textes que je ne comprends toujours pas. Ouais. Et je les fais jamais travailler en classe parce que je ne les comprends pas, tout simplement. Parfois, je me dis, il y a pas, peut-être finalement, rien à y comprendre. Est-ce que tu peux nous raconter peut-être comment s'est fait ton éveil philosophique? Comment tu t'es dit à un moment, ok, ce que je veux faire de ma vie, c'est de la philo, l'étudier, l'enseigner, l'écrire? Moi, j'étais, comme beaucoup d'adolescents, adolescentes, hantée par une multitude de questions métaphysiques qui m'empêchaient de dormir. Notamment, j'avais reçu une éducation, dans le christianisme. Mais je me posais des tas de questions. Comment un Dieu tout-puissant peut-il laisser faire le mal? Comment on peut être à la fois tout-puissant et toute bonté? Enfin, j'avais des énigmes comme ça. Pourquoi il y a autant de souffrance sur cette terre? Pourquoi s'il y a un Dieu, il laisse mourir les enfants? Donc on retrouve cette indignation dont tu parlais. Oui, je suis toujours indignée. Je pense que je le resterai jusqu'à ma mort, mais je pense que c'est un moteur, l'indignation. Je suis d'accord avec aussi, toi. Ne pas se satisfaire des choses telles qu'elles, comme elles sont, et s'en étonner aussi, parce que je pense que la démarche philosophique, c'est aussi d'abord l'étonnement, s'étonner que les choses soient ce qu'elles sont, et douter de ce qu'on sait, de ce qu'on a appris, de ce qu'on veut nous enseigner. Voilà, moi j'étais une adolescente très angoissée par une multitude de questions, et tout à coup, j'arrive en terminale. Je ne comprends absolument rien au premier cours de philo, mais tout ce que je comprends, c'est que il y a des gens dont c'est le métier de se poser des questions, qu'on peut en faire une profession. Et ça m'a paru absolument génial de se dire, voilà, on peut s'interroger sur Dieu. On a le droit de remettre en question. On a le droit d'interroger ce qui est presque sacré, de désacraliser, en fait. Exactement. Et c'est vrai qu'il y a ce truc-là dans la philo. Ça m'a plu. Et notamment, quand le professeur nous a donné à lire la lettre à Ménécée d'Épicure, et que tout à coup, ça a, en quelque sorte, dissipé mes grandes peurs, puisque lui, il dit, en fait, il n'y a rien à craindre des dieux, il n'y a rien à craindre de la mort, pour la simple et bonne raison que le ciel est vide. Donc, n'ayez pas peur des dieux, n'ayez pas peur de la mort, il y aura rien derrière. Et puis, c'est l'idée qu'on pouvait faire de sa vie, en fait, de consacrer sa vie à questionner, douter, interroger, remettre en question, et surtout après, trouver des chemins de réflexion, parce qu'il s'agit pas non plus de rester avec que des questions ouvertes. En fait, ce qu'il y a de magnifique avec la philosophie, et c'est ça qui m'a plu tout de suite, c'est que ça donne des pistes de réflexion. Ça donne des axes pour réfléchir. Et construire derrière. Voilà. Ouais, alors, qu'est-ce que c'est que l'athéisme? Donc, qu'est-ce que c'est que la foi? Et en fait, plus on décortique, plus on a par exemple, les questions philosophiques sont immenses. Par exemple, qu'est-ce que l'amour? C'est une question gigantesque à laquelle personne ne peut répondre. Et la philosophie, ça nous apprend en fait à problématiser, c'est-à-dire à transformer une question
en un questionnement. Donc, qu'est-ce que l'amour? Ça va devenir, est-ce qu'on est biologiquement programmé pour aimer? Est-ce que l'amour est une construction culturelle ou est-ce qu'il y a quelque chose d'inné là-dedans? Comment se fait-il qu'on puisse désaimer ce qu'on a adoré? Est-ce qu'on peut promettre l'amour éternel, etc. Donc, c'est toutes ces questions. Ça organise, oui, c'est ça organise un questionnement. Voilà, exactement. C'est organiser un questionnement. Et en fait, ça, c'est très anxiolytique. Parce que cette question qui nous hantait, c'est des questions qui nous brûlent. Ouais. De la décortiquer, de la déployer en un questionnement, ça a un côté rassérénant parce que c'est des petites questions dont on peut se saisir. Okay. Et à force d'avoir des petites réponses à des petites questions, on finit par avoir des grandes réponses à des grandes questions. J'aime beaucoup cette approche. Et alors, ça tombe assez bien parce que c'est vrai que tu t'es quand même attaqué à plusieurs grandes questions dans ta carrière philosophique et que tu as donc avec succès transformé en questionnement, comme tu le décris là. Je voudrais qu'on s'intéresse à ces deux grands thèmes dont je parlais en introduction et qui ont constitué deux de tes livres. Alors, tu parlais aussi de l'amour à l'instant. L'amour, tu y as consacré déjà un livre en 2012, mais j'avance un petit peu sur la question de la virilité qui t'a occupé en 2017. Et alors, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Alors, on va avoir l'occasion de développer les analyses que tu fais dans ce livre. Je remarque quand même que tu t'attaques à un énorme mythe, l'idée de l'homme avec un H peut-être majuscule. Qu'est-ce que le masculin, tout ça? Est-ce que tu peux nous raconter pourquoi tu t'es interrogé là-dessus? Et comment tu as transformé cette question en questionnement? C'est intéressant la question que tu me poses de la genèse, parce que j'étais pas du tout partie pour arriver sur ce sujet. Et je rappelle que c'était avant MeToo, puisque... Mais oui, c'est ça. C'est en 2017, ça sort au moment de MeToo, donc c'est écrit avant. La même semaine que MeToo. La même semaine. En fait, 4 années de travail dans le noir total, parce que les questions de féminisme n'étaient pas du tout à l'ordre du jour. On n'en parlait c'était pas du tout le thème à l'époque. Et alors encore moins la masculinité, qui est maintenant devenue un sujet beaucoup plus mainstream dont on parle. Voilà, il y a des émissions de télé, il y a des podcasts, il y a des livres sur la masculinité, mais à l'époque c'était vraiment le grand sujet tabou. C'était l'impensé, l'inquestionné. Et qu'est-ce qui m'a mis en route là-dessus, c'est que je voulais m'intéresser à la question féministe en me disant, voilà, comment ça se fait qu'aujourd'hui, en 2000, c'était en 2015 quand j'ai commencé mes recherches, on en est encore là. C'est-à-dire, comment se fait-il qu'alors que le féminisme semble avoir gagné la bataille idéologique, il y a plus grand monde pour dire, à part les masculinistes, pour dire les femmes à la cuisine, mais comment ça se fait qu'on en est encore là en termes de discrimination et surtout en termes de violence? Moi, c'est la question de la violence qui me hante. Comment se fait-il qu'il y ait encore une femme qui meurt tous les 3 jours sous les coups de son conjoint? Comment se fait-il qu'il y a autant de viols? Et puis la question aussi des enfants, les 160 000 enfants victimes d'inceste par an en France, c'est quand même hallucinant. Donc, et en réfléchissant sur cette question, je me suis dit, mais finalement, ça vient peut-être pas tant de la perpétuation des stéréotypes sexués féminins, parce que ça fait quand même longtemps qu'on les questionne. Déjà, si on remonte aux précieuses, des salons des précieuses, ça date depuis le XVIIe siècle, qu'on remet en cause l'éternel féminin. Mais ça vient aussi peut-être du fait qu'on n'a pas du tout questionné les stéréotypes sexués masculins, puisque comme l'homme, c'est un masculin neutre, les droits de l'homme, c'est à la fois le genre masculin et la totalité de l'espèce humaine. En fait, on considère que le masculin est neutre et qu'il n'y a pas à le questionner. Oui, il n'y a pas de question à se poser. Voilà. Et puis, je tombe sur un livre de Bourdieu qui s'appelle La domination masculine, que j'avais jamais lu, et dans lequel je retiens que la virilité est à la fois un privilège et un piège. Et là, je me dis, mais et si c'était aussi un piège? Donc, je commence à mes réflexions et je tombe sur l'incroyable et monumentale histoire de la virilité de Corbin, Courtine et Vigarello. Je me plonge là-dedans et là, je me rends compte effectivement que la virilité est un problème. Et donc là, autant préciser tout de suite que la virilité n'est pas la masculinité. Oui, on va avoir l'occasion de faire cette distinction. Et de la même manière, tu fais une distinction entre viriarcat et patriarcat. Oui. Donc ça, tu peux nous expliquer aussi un peu. Alors, l'idée derrière, c'est que le vir, donc c'est ce qui donne sa racine à la virilité. Le vir, c'est l'homme, mais étymologiquement, c'est le héros. Ça vient d'un mot sanskrit qui veut dire le héros. Ah, intéressant. Ouais. Je savais pas. Et voilà. Et donc, la différence entre la virilité et la masculinité, c'est que la virilité, c'est un idéal construit. Les masculinités, c'est comme les féminités, c'est autant de façons qu'il y a d'habiter le sexe masculin ou féminin. Donc, il y a diverses masculinités, diverses façons d'habiter son genre, mais la virilité, c'est un idéal monolithique. Oui, c'est une injonction, en fait. C'est une injonction à la puissance,
à la toute-puissance, à la force, à la maîtrise, à l'héroïsme, à la conquête, qu'elle soit sexuelle, guerrière, économique. Voilà, c'est un idéal d'expansion, c'est un idéal de puissance. Je trouve que le mot de viriarcat, alors ça recoupe évidemment le patriarcat, parce que l'idée du patriarcat, c'est la loi du père, pater. Mais j'ai trouvé que viriarcat était plus précis parce que ça indique que toute notre construction occidentale des genres est marquée par cette prééminence du vir et pas seulement du père. Par exemple, le frère a plus de pouvoir que la sœur. Oui, la fraternité d'ailleurs, c'est la devise française. Exactement, bien sûr. Exactement. Ouais. Et on va voir aussi qu'un homme qui n'est pas père ou qui n'est qu'un père spirituel, comme un prêtre, a un pouvoir sacré, sacralisé, que le roi du pouvoir. Alors, c'est vrai que ça se recoupe, mais je trouve que viriarcat est encore plus précis, parce que ça indique qu'il y a une injonction, que toute la société est gouvernée, non pas seulement par le père, mais par l'idée de virilité. L'idée de toute puissance. D'accord. Alors, c'est très intéressant ce que tu dis, mais dans le patriarcat, j'avais l'impression, et c'est ce que tu expliquais tout à l'heure en parlant des enfants et de l'inceste, est-ce que tu le mettrais à côté du viriarcat, mais dans la notion de patriarcat, il y a l'idée qu'on possède ses enfants aussi. Oui. Et ça, tu le retrouves dans le viriarcat également, dans cette idée de toute puissance. Oui, mais ça se recoupe. Hein. En fait, juste c'est la même réalité. Oui, c'est la même réalité que je décris, mais je dis que le mot est peut-être plus précis. Mais évidemment que le viriarcat est aussi un patriarcat. Oui, d'accord. C'est pas du tout deux notions différentes. Non. Donc le viriarcat englobe le patriarcat. Absolument, absolument. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur cette histoire du viriarcat, du patriarcat, de la construction de la domination masculine dont parle Bourdieu et dont toi tu parles dans ton livre, tu retraces cette histoire. Est-ce que tu peux nous raconter ? Alors, c'est difficile de raconter comme ça en si peu de temps, mais ce qui est intéressant, c'est de voir déjà que la domination masculine n'a pas toujours existé, contrairement à ce qu'on pense. C'est-à-dire qu'elle est historique. Elle apparaît à un certain moment de l'histoire. On ne sait pas exactement quand, mais c'est au cours des 5 ou 10 premiers millénaires avant notre ère. Okay. C'est-à-dire à l'époque du néolithique, à l'époque où les sociétés se sédentarisent. Et c'est l'idée, c'est à l'époque aussi où apparaissent la guerre et les grands monothéismes qui commencent avec Zeus, avec Brahma, etc. Et donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que pendant des dizaines de millénaires, on a adoré une déesse tutélaire féminine. On l'appelle Nana, Anis, Astarté. Elle a toutes sortes de noms. Mais c'est l'idée que, en fait, avant de dire notre père qui est aux cieux, on a dit notre mère qui est aux cieux. Qui est sur terre. Moi, c'est ça. Il y a aussi toute cette histoire d'incompréhension des mécanismes de la procréation. C'est-à-dire que pendant très longtemps, on n'avait pas compris le rôle fécondant du sperme, de l'homme. Donc son rôle actif dans la procréation. Donc on pensait que la femme avait des pouvoirs surnaturels et qu'elle accouchait toute seule et qu'elle fécondait toute seule. On vénérait la mère parce que c'était la fertilité. Donc toutes les déesses féminines sont des déesses de l'agriculture, des déesses de la terre. Je prends par exemple Déméter chez les Grecs. Il y a eu un passage, donc comme je l'ai dit, avec la guerre, la sédentarisation, la compréhension des mécanismes de la reproduction et l'apparition des grands monothéismes mâles. Quand l'homme va comprendre les mécanismes de la procréation, au lieu de se dire il y a deux pôles, un pôle féminin, un pôle masculin, c'est cool, on est deux. Voilà, mais voilà, c'est moi en fait. Donc voilà, ils vont accaparer, c'est-à-dire la gestation, l'engendrement. D'ailleurs, Andrea, ça vient de aner, qui veut dire engendrer. C'est l'homme qui engendre l'homme. Donc, il y a même presque un fantasme d'auto-engendrement, comme on voit Athéna qui sort toute casquée du crâne de Zeus. Voilà. Donc il y a cette idée que finalement la femme n'est qu'une espèce de matrice, un vase, un incubateur en fait. Voilà, et que tout est dans la semence mâle. Et à partir de là, très vite, les hommes vont aussi comprendre que s'ils veulent s'assurer qu'ils sont bien les pères des fils auxquels ils vont donner leur nom, il va falloir enfermer les femmes. Il va falloir les minorer et surtout, il va falloir leur faire comprendre que tout ça est naturel, que cet ordre hiérarchisé est en fait un ordre naturel, alors qu'il est profondément hiérarchique. Mais donc, on va dire, il est normal que la femme soit en dessous de l'homme parce que l'homme est supérieur. Et là, ce qui est intéressant, et c'est ce que j'ai essayé de montrer dans mon livre, c'est comment, en fait, toutes les disciplines scientifiques et tous les arguments d'autorité vont se conjuguer pour asseoir cette idée d'une supériorité naturelle du masculin sur le féminin. Donc cette hiérarchisation, ils vont l'inscrire dans la nature, à l'aide de la mythologie d'abord, avec cette idée que la femme est une prédatrice, qu'elle est inférieure, qu'elle va attirer le mâle dans ses filets, que c'est une sorcière, une ensorceleuse, c'est la sirène, etc. La religion, bien sûr, puisque c'est ce Dieu mâle tout-puissant dont la femme est issue de la côte dans le christianisme. Il va y avoir évidemment le droit,
qui va asseoir cette domination dans les textes de loi, donc institutionnaliser la minoration de la femme, son absence de droit. Et puis aussi, ce dont on ne parle pas souvent, c'est la médecine et la science, le rôle de la médecine et de la science, qui vont aussi dire que par nature, voilà, elle a un cerveau plus petit, une constitution plus fragile, cette fragilité qui sera inscrite d'ailleurs dans les textes de loi et la fragilitas féminine qui fait que elle a besoin de se mettre sous la protection d'un homme et sous la protection, ça veut dire en fait sous la domination d'un homme. Ce qui est très intéressant dans ce que tu racontes, c'est que on se rend compte que c'est un peu toujours le même mécanisme. Il y a un groupe social qui décide de dominer un autre groupe social et qui se dit bon, faudrait que je légitime tout ça par des discours pour faire croire que c'est naturel, comme tu le dis, de faire croire que le construit historique est en fait naturel. Tu parles ici du patriarcat, mais c'est la même chose pour le racisme. On retrouve exactement les mêmes mécanismes. Exactement. On va dominer un groupe et dire ah mais en fait c'est normal, il faut légitimer ça par un ensemble de sciences, de disciplines qui se mettent au service d'un idéal politique en fait et d'une construction politique. C'est exactement ça. D'ailleurs, j'ai montré que les injonctions à la virilité, elles n'étaient pas seulement coercitives et contraignantes parce qu'il faut absolument présenter tous les marqueurs de la virilité triomphale, puissance, etc., mais qu'elle était aussi un idéal très discriminatoire. Parce que en fait, si on veut se poser comme un surhomme, il faut désigner les sous-hommes. Et le sous-homme, eh bien, c'est l'autre. Donc les Grecs, ils appelaient barbares tous ceux qui ne parlaient pas le grec, mais après ça va être le sauvage, ça va être le colonisé, bien entendu le noir, l'arabe, et tous ces individus dont il va falloir légitimer la domination par cet idéal de supériorité et d'hégémonie blanche, chrétienne. Hétérosexuel, parce que tu parles aussi bien de sûr. la notion d'homme viril et homme efféminé. Donc c'est une manière encore de hiérarchiser en ramenant l'homme qui n'est pas vraiment un homme à la féminité en fait. Donc exactement. C'est toujours une manière de hiérarchiser, ouais. Exactement. Et ça c'est intéressant d'ailleurs ce que tu viens de dire parce que ça me permet de dire que l'homophobie, d'après moi, dérive de la gynéphobie, c'est-à-dire de la misogynie. C'est parce que le féminin est dégradé que l'effémination est jugée dégradante. Tout ça est lié. Et c'est intéressant de voir que depuis la Grèce antique, en fait, on a désigné l'efféminé comme le sous-homme. On l'a assimilé au sous-homme parce qu'il ressemblait aux femmes ou parce qu'il occupait la position dite passive de la féminité. Donc oui, bien sûr, c'est lié. Il n'y a pas de domination sans légitimation de cette domination et de légitimation de la violence aussi. Parce que c'est ça aussi, c'est qu'il faut rappeler que c'est un idéal de violence. On n'est pas le racisme, c'est une affaire de pouvoir et de violence. Bien sûr. Et d'esclavage, etc. Et donc là aussi, il y a eu aussi beaucoup de violence à l'encontre des homosexuels. Et il y en a encore beaucoup. Bah oui, bien sûr. Mais comment t'expliques dans ces cas-là la prégnance des relations homoérotiques et homosexuelles en Grèce antique? Parce que ça semble aller à l'encontre de cette analyse. Ça, c'est un des chapitres que j'ai consacré à la pédagogie pédérastique et qui montrait justement ce paradoxe, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas vraiment un paradoxe. C'est-à-dire que comme la femme est déconsidérée, eh bien, il n'y a rien de plus noble finalement qu'une amitié ou une philia, c'est-à-dire une amitié non érotisée entre hommes. Donc d'ailleurs, il y avait un bataillon dit sacré entre hommes avec une espèce de fidélité à la vie, à la mort, et les Grecs qui étaient des guerriers, avaient besoin de consolider cette idée d'une amitié indéfectible entre hommes, dont les femmes sont absolument pas dignes de confiance, donc on peut pas, voilà. Et donc toute la force de l'armée tenait à la bravoure et à la solidarité entre les compagnons d'armes, donc il fallait absolument stimuler cette philia entre hommes. Mais la pédagogie pédérastique, c'est, à mon avis, rarement présenté tel que c'est vraiment, c'est-à-dire qu'on en fait une espèce d'érotisation entre hommes, une sorte de paradis gay avant l'heure. C'était pas du tout ça. Pour moi, c'est de la pédocriminalité. On l'appellerait ça la pédocriminalité. Oui, parce c'est une manière d'éduquer au sens violent. Voilà, d'accord. En fait, l'homophilia n'était acceptable que si elle se produisait entre un homme plus âgé et un jeune homme. D'accord. Un éraste, l'homme âgé, et un éromène, le jeune. Donc en fait, on disait que dès qu'il avait du poil au menton, les relations avec les Romaines devaient cesser. C'est-à-dire qu'en fait, c'était purement et simplement un rapport d'un homme mûr, âgé, sur un adolescent. C'est ça que ça voulait dire. Ouais. Et en fait, l'idée, c'était que cette relation, dans la poésie grecque, évidemment, c'est magnifié, on lui offrait des poèmes et des fleurs, etc. Mais en réalité, c'était un rapport sexuel. Et on jugerait aujourd'hui avec nos critères que c'était une forme de pédocriminalité puisque c'était un homme âgé sur un jeune homme et l'idée c'était que la
la semence virile du plus âgé allait viriliser le petit. Ils avaient tellement confiance dans la supériorité du liquide spermatique mâle qui était fécondé par les êtres divins, etc., que en fait, on allait viriliser le petit en le violant. Tout simplement. Voilà. Très intéressant ce que tu expliques, parce qu'on a cette image, comme tu dis, un peu idéalisée, de dire, en fait, finalement, ils étaient peut-être plus déconstruits qu'on ne croyait. Non, pas du tout. En fait, c'est au contraire une pratique qui renforce la domination, la puissance et la force virile. Parce que c'était complètement tabou entre hommes du même âge. D'accord. Alors là, il y avait rien de plus mal vu que deux hommes qui s'aimaient. Alors là, c'était et puis alors aussi en Grèce, les mollis, toutes les analyses sur la mollitia qui étaient vraiment bannies. C'est-à-dire que non, deux hommes ensemble, c'était une abomination, la sexualité entre les hommes. Donc c'était vraiment, pour moi, ce qu'on appellerait aujourd'hui... C'est un bizutage pédocriminel, en fait. Exactement. D'accord. Enfin, ça ne l'était pas du tout. Aujourd'hui, on appellerait ça comme ça. D'accord. Merci, très intéressant. Et alors, dans cette genèse du patriarcat et du viriarcat que tu décris, tu pointes du doigt un grand responsable qui est Aristote, un philosophe, évidemment. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer? J'ai trouvé ça passionnant, cette analyse que tu fais de la théorie des fluides chez Aristote et comment ça contribue à légitimer le patriarcat et le viriarcat. À partir d'Aristote, mais après, c'est la déformation... Enfin, ce que la médecine a fait d'Aristote. C'est-à-dire que tout ce que je vais te dire n'est pas dans Aristote, mais dérive de la lecture d'Aristote. Parce que Aristote, on a tendance à dire, oui, c'est le plus grand philosophe de l'Antiquité. C'est pas seulement un philosophe, c'était un immense scientifique. Il était aussi astronome, médecin, anatomiste, et il a eu une influence considérable, pas seulement dans l'Occident chrétien, mais aussi dans tout le monde arabo-perse qui le lisait et qui s'en nourrissait. Donc c'est vraiment, je pense, un des penseurs les plus influents de l'histoire de l'humanité. Oui, surtout qu'il a été très influent aussi dans la philosophie chrétienne du Moyen-Âge, qui fonde toute la réflexion philosophique et théologique sur la philosophie d'Aristote. Donc c'est quelqu'un qui même médical. Et médical, oui, tout à fait, comme tu le précises. Donc finalement, les 2000 dernières années, c'est Aristote, quoi. Oh, bah oui. En gros, 1500, allez. Alors, et puis, sachant que, bon, il y a des choses extraordinaires dans Aristote, mais c'est quand même lui qui a légitimé l'esclavage, et lui qui a légitimé l'infériorisation des femmes. Il y a deux idées chez Aristote sur lesquelles on peut s'arrêter. Il y a la première, c'est de reprendre l'idée que Aristote nous explique que quand une femme accouche d'une fillette, c'est qu'il y a eu une anomalie dans la gestation, c'est qu'il y a un truc qui a mal tourné, voilà, ça aurait dû être un garçon, manque de peau. C'est absurde. Donc en fait, c'est un être raté, c'est un homme raté, une femme. Donc là, ça va vraiment entériner l'idée, voilà, et encore aujourd'hui, il y a des familles dans lesquelles on pleure quand c'est une fille qui arrive. Et dans certaines régions du monde, c'est une abomination d'accoucher d'une fille. Donc voilà, merci Aristote. Et la deuxième idée, qui a eu beaucoup d'influence malheureusement, c'est cette idée de hiérarchie des fluides. Parce que lui nous explique que le sperme est beaucoup plus noble que le sang, mais surtout que, en fait, la fragilité de la femme, la faiblesse de la femme, vient du fait qu'elle perd son sang. Elle perd son sang sans aucun contrôle, puisque la femme, comme tu le sais, ne sait jamais quand vont arriver ses règles. L'adolescence, ça la surprend, les premières règles la surprennent. Les dernières règles surprennent aussi la femme qui va ménopauser. Une grossesse, c'est tout à coup mes règles ne viennent pas, donc en fait, elle ne contrôle rien. Et Aristote en déduit que si la femme ne contrôle pas ses fluides, elle ne peut rien contrôler. Si elle ne gouverne pas son propre corps, que peut-elle gouverner? À l'inverse, un homme, lui, il ne perd pas son sang, il verse son sang à la guerre, il verse le sang ou il donne son sang. Donc lui, il a un sang glorieux, alors que la femme, elle a un sang impur. Donc, à partir de cette hiérarchie des fluides, on va en déduire que cette femme, encore de nos jours, on entend beaucoup, on peut pas donner le même salaire à une femme parce que voilà, quand elle a ses règles, elle est pas bien, puis elle va avoir des enfants. Cette naturalisation de la femme et cette infériorisation par sa nature biologique différente, on la doit en grande partie à Aristote et ce que va faire, et surtout à ce que va faire la médecine antique et médiévale des théories d'Aristote. On adore. Alors, on a parlé là tout ce mythe. Ce qui est intéressant dans la notion de mythe, et peut-être que tu peux en parler maintenant, c'est que quand on utilise le terme de mythe, ça suggère que c'est à la fois quelque chose de faux et quelque chose de fondateur. Donc c'est ça que j'aime beaucoup dans ta réflexion. Oui. Ce terme, je trouve, est très bien choisi parce qu'on comprend, ça dénonce tout de suite le fait qu'on vit dans une société qui est construite sur un mensonge,
mais un mensonge malheureusement qui est la fondation de notre monde, quoi. Ouais, c'est difficile de faire accepter que c'est un mythe. On a tellement bien construit cette hiérarchisation des sexes que ça paraît aller de soi, être naturel. Ouais. Donc l'idée de mythe, elle choque parce que c'est voilà, ça veut dire quoi? Ça veut dire que rien n'existe, que tout est illusoire. Non, ça veut pas dire ça. Ça veut dire qu'il faut rappeler une chose, c'est que ce qu'il y a de mythique là-dedans, c'est que c'est un idéal hors d'atteinte. Et la preuve, c'est que si ça n'était pas un idéal hors d'atteinte, si c'était juste un donné biologique, le fait que l'homme soit puissant, naturellement porté à la domination, naturellement porté à la conquête, à l'héroïsme, à la maîtrise, etc., eh bien, les hommes n'auraient pas aussi peur d'être jugés non virils, parce qu'il y a ça, c'est que ça exerce une pression terrible sur les hommes qui veulent toujours se prouver à eux-mêmes qu'ils sont virils. En fait, la virilité, c'est sans cesse la démonstration de la virilité et la hantise de la non-virilité. C'est-à-dire qu'en fait, ce que j'ai voulu montrer, c'est que cet appétit, cette obsession de la victoire, c'était d'abord une peur de la défaite. Et qu'on n'aurait pas besoin de tellement s'accrocher aux signes extérieurs, aux marqueurs de cette virilité triomphale, si ça allait de soi. D'accord. Voilà. Les femmes ne revendiquent pas d'avoir leurs règles, elles les ont, point barre. Donc les hommes revendiquent d'avoir un gros phallus parce qu'ils n'en ont pas tous un. C'est très intéressant. Ça veut dire, si c'était si naturel que les hommes dominaient, voilà, vous n'auriez pas besoin de passer d'avoir votre temps construit tout ça. Voilà. À nous rappeler qu'on est en dessous et surtout à vous comparer et à vous jauger entre vous à l'aune de cet idéal de virilité qui est complètement artificiel. C'est un artefact. C'est-à-dire qu'on l'a créé une bonne fois pour toutes. Il y a des sociétés, d'ailleurs Margaret Mead l'a très bien montré, il y a des tribus dans lesquelles l'homme n'est pas dominant. Elle a étudié des tribus en Nouvelle-Guinée, oui c'est ça. Et donc elle a montré qu'il y a des tribus dans lesquelles effectivement l'homme est dominant, il y a des tribus dans lesquelles les sexes sont à égalité, et il y a des tribus dans lesquelles c'est l'homme qui est dominé par la femme. Et par ailleurs, dans ces tribus-là, il y a très peu de violences commises sur les enfants aussi. De toute façon, ça, on sait qu'il y a un lien énorme entre le patriarcat, le viriarcat et l'adultisme, c'est-à-dire les violences structurelles qui sont commises envers les enfants. Exactement. Ça, c'est sûr qu'il y a un lien. Exactement. Et alors, c'est vraiment très intéressant. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi, alors on l'a un petit peu compris au fur et à mesure de notre discussion, mais nous préciser pourquoi c'est un piège, cette virilité? Pourquoi c'est un piège pour les hommes? Et comment est-ce qu'on pourrait en sortir, en fait? Tous les hommes se sentent plus ou moins obligés de performer la virilité, donc d'obéir à ces injonctions qui sont très contraignantes. Il faut savoir que on ne devient pas un soldat héroïque qui n'a pas peur de mourir. On ne naît pas un soldat, on le devient. Et pour ça, il faut une éducation. Et ce que j'ai voulu montrer aussi, c'est que l'éducation des garçons avait toujours été très violente. Et pourquoi on a tant besoin de cette violence? Parce que en fait, on a besoin de soldats qui vont accepter d'aller se faire buter sur le champ de bataille. Donc, on a besoin de dire aux petits garçons, tu n'as pas peur de mourir, tu es courageux, tu es brave, tu n'as pas peur de la souffrance, et ton idéal, c'est l'idéal de la cité. Donc, comme ça, tu vas aller te faire charcuter sur un champ de bataille partout dans le monde, et c'est encore aujourd'hui un endoctrinement, je pense, dans tous les terrains de guerre. On leur explique que c'est le sens de leur vie, d'aller donner leur sang. Voilà. Donc, c'est ça le piège. C'est qu'en fait, on va sacrifier une jeunesse qui va avoir l'impression de se sacrifier pour le bien et parce qu'elle est virile, alors qu'en fait, elle se sacrifie pour les appétits de domination des gouvernants. Voilà. Donc, c'est ça le piège. Et le piège, c'est que beaucoup de petits garçons, même encore aujourd'hui, dans une cour de récréation, dès qu'ils ne présentent pas les marqueurs de la virilité, ne serait-ce que le fait d'avoir une petite voix, ou de ne pas aimer la bagarre, ou même d'aimer lire, ça je l'ai vu, d'aimer la littérature, eh bien automatiquement on est rangé dans la catégorie des tafioles, des PD, des tout ce que vous voulez. Donc on n'est pas un vrai homme. Et en fait le piège, c'est cette idée qu'il y a un vrai homme et qu'il y en aurait donc des faux. Or ça n'existe pas, ça n'a pas de sens de dire ça. Et il est là le piège. Et en fait c'est un piège dans lequel le viriarcat a voulu enfermer les femmes en leur disant vous êtes dominées, mais en réalité, l'homme est un oppresseur opprimé. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'hommes qui souffrent et qui sont piégés dans cet idéal parce qu'il est hors d'atteinte. Et plus spécifiquement encore dans notre société où aujourd'hui on entend beaucoup cette rhétorique de la crise de la masculinité qui serait liée aux conquêtes féministes et les femmes auraient émasculé les hommes, etc. Elles auraient pris le pouvoir. On parle même de féminazie, de domination féminine et toutes ces choses. Et en fait, si on regarde les choses un peu plus objectivement, on se rend compte que l'idéal de la toute-puissance qui continue à être celui qui est clamé haut et fort comme le seul idéal possible pour un petit garçon,
Dans une société qui fabrique de la précarité, du chômage, de la détresse psychologique, eh bien, c'est un idéal qui est de plus en plus hors d'atteinte. Je dirais d'autant plus que nous, en tout cas en France, on n'a pas de terrain de guerre. Donc, et puis on ne fait plus de duels. Donc, en fait, on entraîne les petits garçons à être des héros, mais ils n'ont pas de quoi démontrer leur héroïsme. Ouais. Et du coup, ça se traduit en violence sur les femmes, en violence à l'intérieur du cercle des hommes, une éducation à la violence qui ne trouve pas de terrain de violence licite, comme le sont la guerre et le duel, va s'exprimer autrement. Donc on les retrouve au volant, en train d'utiliser leur volant comme ils utiliseraient un cheval pour aller faire une chasse à courre, en outil de puissance. On les retrouve dans les violences domestiques, on les retrouve dans les violences contre les enfants, dans les violences homophobes, dans les violences racistes, dans toutes les violences en fait. Ça me fait me poser une question. Déjà, comment est-ce qu'on pourrait en sortir? Et deuxièmement, quelle est la place des hommes dans les luttes féministes, finalement? C'est une question qu'on peut se poser, parce que tu mets quelque chose à jour qui est très intéressant, mais est-ce que c'est encore aux femmes d'aller faire le travail des hommes à leur place, en fait? De leur expliquer comment est-ce qu'on pourrait réinventer les masculinités? Peut-être conjointement, peut-être pas. Enfin voilà, qu'est-ce qu'on fait des hommes, tout simplement? Alors bon, il y a quand même heureusement des hommes qui se déconstruisent. Il y en a des biens. Voilà, et qui écrivent des livres. Et je trouve que les choses, par certains aspects, avancent assez vite, déjà depuis MeToo, parce que enfin depuis MeToo, il y a une prise de conscience déjà de l'ampleur des violences. Je crois que c'était nécessaire parce que j'avouerais que même moi, qui travaillais sur ces questions, je n'avais pas pris conscience de l'ampleur des violences et des violences aussi sur les enfants dont on ne parle pas assez. Ça commence un peu, mais très doucement. Voilà. Moi, ça m'intéresse énormément. Il y a un immense déni sur les violences faites aux enfants. Et ça, c'est vraiment un grand tabou et un grand impensé. Je pense que c'est vraiment carrément l'angle mort du patriarcat. Il y a des hommes qui commencent à se déconstruire et comment il faudrait qu'ils se déconstruisent plus? Déjà, je pense que ça commence à l'école et ça commence par. Il y a Aurélia Blanc qui a écrit 2 livres magnifiques que j'ai lu pendant ma grossesse. Quand j'ai appris que j'apprenais un petit garçon, je me suis dit, le livre en question s'appelle "Tu seras un homme féministe, mon fils". Très intéressant. Et puis elle a écrit son pendant féminin aussi. Tu seras une femme féministe et voilà, donc avec des ouvrages comme ça, ce sont des vrais outils. Et puis je pense que il faudrait aussi que les leçons d'éducation sexuelle à l'école aient lieu. Oui, avec cette polémique. Voilà, il faudrait qu'il y ait une vraie ambition politique aussi et qu'on mette des moyens, bien sûr, à la disposition et notamment en termes de justice pour que les affaires de viol soient mieux et plus rapidement jugées, pour qu'on mette plus rapidement à l'abri les femmes et les enfants qui sont victimes de violences. Voilà, il y a un énorme chemin à faire et il y a aussi beaucoup de moyens à mettre en œuvre. Il n'y a pas que la bonne volonté, il y a aussi la volonté politique. Ça, Or, pour le moment, en tout cas en France, elle me semble. C'est sûr qu'avec toute la manif pour tous au gouvernement, on n'est pas vraiment en train de prendre cette direction. On n'est pas sorti de l'auberge. Voilà. Tu es assez optimiste, enfin je trouve, dans ta manière dont tu parles sur le rôle des hommes, alors qu'il y a pas mal de féministes aujourd'hui qui le sont de moins en moins, qui sont un peu découragés, qui disent que dès qu'il y a une histoire de violence sexuelle, la plupart des mecs disent oui, mais bon, lui c'était un monstre, c'est pas pareil, qui ont tendance à nier un petit peu leur propre éventuellement responsabilité ou leur participation à un monde patriarcal. Donc toi, tu es plutôt optimiste? Tu dis que les hommes... Non, t'es pas optimiste. Non, je te rassure, je suis pas du tout optimiste. Non, enfin, je dis qu'il y a des signes encourageants. Et voilà, et que les choses commencent à bouger, mais vraiment, on est à l'aube d'un mouvement. Et par ailleurs, il y a des mouvements de backlash. Oui, c'est ça. J'allais t'en parler. Le retour du masculinisme dans les jeunes générations. C'est véritablement très inquiétant. Parce qu'à chaque fois qu'on a l'impression qu'on ouvre une porte, on se prend un énorme claquage de porte dessus sur la tronche. Et effectivement, c'est assez violent de voir que les thérapies de conversion aux États-Unis, et tout simplement Donald Trump et Elon Musk, des choses comme ça qui sont terrifiantes. On a l'impression d'un retour en arrière terrible. Voilà, on a vu dans les débats sur la constitutionnalisation de l'IVG, ça va pas du tout de soi. Ouais. Je peux pas être optimiste en 2025. Mais tu es combative. C'est difficile. Voilà, je dis qu'il faut pas lâcher le combat. Parce que on voit que les murs se fissurent, les murs se lézardent. C'est-à-dire qu'en fait,
cet édifice écrasant du viriarcat ou du patriarcat, on l'appelle comme on veut, il est en train de se lézarder, il est en train de montrer des signes de faiblesse parce qu'il est en train de se retourner contre les hommes, contre certains hommes, ceux qui sont piégés justement, ceux qui souffrent d'être enfermés dans un système qui ne leur correspond pas et qui leur fait violence surtout. Donc les murs commencent à se lézarder, mais les fondations sont quand même assez solides. Donc c'est pas en 10 ans qu'on va abattre 2500 ans de fondations solides. Mais je pense que intellectuellement, en tout cas, quand on se balade dans les librairies, quand on fait le même métier, enfin on fait à peu près le même métier, on voit qu'autour de nous, quand même, les gens commencent à réfléchir et à se déconstruire. Donc il faut pas se résigner à, sinon on ne fait plus rien. Enfin, si on est totalement pessimiste, si on est optimiste, on est trop candide, on arrête tout, on dit que tout va bien. Et si on est trop pessimiste, eh ben on ne combat plus. Donc voilà, il faut garder le bon équilibre entre les deux. Être très lucide, mais en même temps très combatif. On va passer à ton deuxième grand thème. Oui. Donc tu as écrit un livre qui s'appelle Le paradoxe du rire, dans lequel en gros, si je résume, tu te demandes un peu pourquoi est-ce qu'on rit, qu'est-ce qui nous fait rire. Et un angle qui me paraît intéressant et résonner avec tes questionnements sur la virilité notamment, et sur les dominants et les dominés, qui est pourquoi est-ce qu'on peut plus rire de tout, soi-disant on peut plus rien dire, nanana, bon, tout ce qu'on entend habituellement. J'ai trouvé très intéressant parce que je précise pour celles et ceux qui nous écoutent que Olivia, tu es passée dans l'émission La Dernière sur Radio Nova avec Guillaume Meurice. Toi aussi. Moi aussi. On en reparlera après. Tu as raconté cette anecdote qui était arrivée étant adolescente. Tu racontes que quand tu étais lycéenne, si je me trompe pas, tu reviens de vacances de Noël en ayant, je le répète comme tu le dis toi, un peu forci peut-être pendant les fêtes avec en ayant abusé de chocolat. Voilà. Et que le groupe de garçons, le boys club du lycée. Il y en a un de ceux-là qui te dit dis donc tu rentres plus dans ton jean, vous êtes deux dedans. On dirait que vous êtes deux dans ton jean. On dirait que vous êtes deux dans ton jean. Bon, vraiment extrêmement drôle. Et que tu lui réponds ça justement, c'est pas drôle. Eux se marrent bien sûr. On voit bien les hyènes dans Le Roi Lion, un peu comme ça. Voilà. Tu leur dis mais c'est pas drôle et il te dit ça va, t'as pas d'humour. Voilà. Sous-entendu, les bonnes femmes, on peut plus rien dire, etc. On voit à peu près. Ce que j'ai trouvé très intéressant dans cette anecdote, c'est que tout d'un coup, ça m'a quelque part permis de répondre à la question que je me posais, qui était de faire le lien entre tes différents thèmes philosophiques, entre tes thèmes d'analyse. Enfin, tu vas me dire si je me trompe. C'est vrai, en fait. Et je me suis dit, ok, en fait, ce qui t'anime, et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur l'indignation, tu dis, mais en fait, tu t'intéresses toujours à déconstruire, historiciser des choses qui nous paraissent acquises, mais surtout questionner les rapports de domination. Tu t'es intéressé à la virilité, et maintenant, tu t'es intéressé au rire comme étant un fait social, tu vas nous expliquer tout ça, qui révèle la domination des groupes dominés, des groupes dominants. Est-ce que tu es d'accord avec cette analyse et est-ce que tu peux développer si tu veux? Oui, absolument. Et puis là, oui, en l'occurrence, tu fais bien de rappeler parce que là, c'est une blague qui est sexiste. Bien sûr. Et grossophobe en même temps. Oui, c'est vraiment le bingo. Voilà, bingo, les deux. J'avais raconté cette anecdote effectivement à la dernière parce que il me demandait mais pourquoi tu t'es intéressé à un tel sujet. Et en fait, je pense que je porte ce sujet en moi depuis très très longtemps, peut-être depuis ce jour-là. Parce que quand j'avais répondu au garçon, c'est pas très drôle, et qu'il m'a dit, c'est de l'humour, t'as pas d'humour, ça m'avait horriblement vexée parce que j'avais l'impression, moi, que j'avais de l'humour parce que j'adore rigoler. Et donc, j'étais hyper vexée et je me suis dit ce jour-là, je me souviens que j'ai absolument pas du tout écouté le cours de géographie d'après parce que j'étais là en train de me dire mais finalement c'est quoi l'humour? Qu'est-ce que j'aurais dû leur répondre? Est-ce que j'aurais dû accepter? Est-ce que c'était drôle? À quelles conditions? Mais finalement il y avait quelque chose de très oppressif dans cette blague. Est-ce que c'était vraiment une blague? Donc en fait c'était des questions qui m'animaient depuis très très longtemps. Mais que bêtement, en fait, je mettais de côté en me disant c'est un sujet qui est un peu futile. Et en fait, non. Le rire, c'est vraiment un fait social, comme tu dis, majeur. Et c'est pas seulement un petit divertissement, c'est pas quelque chose qui met un petit agrément dans notre vie. Le rire, c'est aussi un outil d'exclusion, de domination, voire d'oppression. Évidemment, ça n'est pas que ça, parce que c'est aussi un magnifique outil de résistance à l'oppression aussi. Bien sûr, il y a des rires et de subversion et d'émancipation. Donc en fait, c'est ce double visage du rire que je trouve vraiment passionnant. C'est pour ça que j'ai fait le paradoxe du rire. C'est qu'à la fois, ça t'apporte des bienfaits incroyable le rire, ne serait-ce que sur la santé, c'est bon absolument pour tous les organes, c'est surtout bon pour le moral, ça te fait sécréter des endorphines, de la sérotonine, de tout ce que tu veux, donc ça fait du bien, ça crée des liens de connivence immédiats entre les gens, ça te permet de résister au chagrin, à la douleur, à la colère,
Mais il y a aussi une dimension de moquerie, d'humiliation, de dégradation dans le rire. Donc il y a des rires, quand on dit le ridicule ne tue pas, c'est faux. Quand on pense au nombre, par exemple, de jeunes collégiens, collégiennes qui se suicident, en général, c'est des faits de harcèlement, et le harcèlement est fondé sur le rire. C'est-à-dire, on va la moquerie, ricaner, voilà. Oui, il y a un groupe qui va... Voilà. Et il y a le rire avec et rire contre. Ouais. Et donc, rire d'eux. Ouais. Rire d'eux. Et d'ailleurs, je crois que c'était Jacques Le Goff qui disait plus ou moins en substance, dis-moi de qui tu ris, pourquoi tu ris, avec qui tu ris, et je te dirai qui tu es. Et c'est vrai que le rire, tout à l'heure, on parlait de cette grappe de jeunes garçons de la terminale, le rire crée des groupes d'appartenance. Bien en sûr. fait, on rit parce qu'on rit contre. Et dans une classe, tu remarqueras que t'as des groupes de ricaneurs qui rient les uns des autres ou qui rient de certains profs. Malheureusement, les profs, en général, ils sont jamais avec, ouais. Mais j'en ai fait les frais parce que je me suis retrouvée prof. Et donc, je savais très bien qu'on se foutait de moi aussi. Mais c'est la règle du jeu, hein. Ouais. Et en fait, je pense et là, j'anticipe peut-être un peu sur ton questionnement, mais je pense que la meilleure parade, et c'est ce que j'aurais dû faire, mais j'ai pas eu la Ah, mais dis-nous, la réponse. C'est l'autodérision. L'autodérision, ouais. Quand tu fais l'autodérision, là, tu acceptes finalement la blague sexiste, tu la légitimes. Donc, c'est compliqué aussi. C'est-à-dire qu'en fait, parfois, tu peux faire de l'autodérision pour désamorcer par avance la moquerie. Ouais. Bah oui, je sais que je suis grosse et alors je t'emmerde. Bon, okay. Mais bon. Alors je t'emmerde, c'est pas l'autodérision, c'est bon. Ok. Mais... Non, mais j'aurais dû leur répondre ça. Mais bon, non, en fait, l'autodérision permet parfois de transformer une agression en disant bah oui. D'ailleurs, j'ai lu un livre sur l'humour juif qui disait que c'était exactement ça, que ça procédait. Ce fait que l'humour juif, c'est souvent un humour d'autodérision. Ils se moquent d'eux-mêmes, ils se moquent des rabbins, etc. Et en fait, c'est parfois une façon de devancer. Oui, mais attends, je peux le faire encore mieux que toi de me critiquer. Je me connais encore mieux, donc j'ai les meilleures armes pour me moquer de moi-même. Mais attention, parce que humilité, humiliation. Ouais, c'est ça, on n'est pas très loin. Voilà, donc c'est pas toujours évident de faire de l'autodérision, mais je pense que c'est un des secrets de ce que j'ai appelé le pacte humoristique. Oui, alors justement, je voulais que tu nous parles du pacte humoristique, que tu nous expliques un peu ce concept que j'ai trouvé vraiment très intéressant dans ta réflexion. Oui, en fait, ce que j'ai appelé le pacte humoristique, c'est que voilà, je cherchais une réponse à la question peut-on rire de tout ? Parce que je pense qu'il faut rire de tout, qu'on doit rire de tout, que c'est nécessaire de rire de tout, mais pas n'importe comment. Et je pense que c'est important de distinguer 3 notions déjà qui sont le comique, le rire et l'humour, qu'on a tendance à amalgamer. Alors très rapidement et très simplement, le rire c'est un effet. C'est un effet. La réaction produite. C'est une réaction à quelque chose qui t'a fait rire, qui peut être le comique, mais qui peut aussi être autre chose que le comique. Par exemple, les chatouilles, ça va te faire rire, mais ça n'est pas comique. Le comique, c'est un énoncé, un acte, un dessin, un écrit ou une parole qui cherche à déclencher le rire. C'est ça le comique. Donc les chatouilles ne sont pas du comique. Ça va être un rire organique, réflexe. Donc le comique, ça va être la cause ou une des causes du rire qui est un effet. Et l'humour, c'est une des formes que peut prendre le comique. Mais toutes les formes de comique ne sont pas de l'humour. Par exemple, la satire ou le sarcasme, pour moi, ce n'est pas de l'humour. Ah, le sarcasme, c'est pas de l'humour pour toi ? Comment tu définis l'humour du coup ? Après, c'est des catégories qui sont perméables l'une à l'autre, mais le sarcasme, étymologiquement, ça veut dire mordre avec les dents. Ouais, d'accord. Donc, en fait, dans le sarcasme, il y a une dimension de polémique, il y a une dimension parfois de mépris ou de haine. L'objet dont on va rire, on peut inciter à le mépriser ou à le détester ou à le haïr. C'est plus agressif que l'humour. Voilà. Et l'humour, pour moi, au contraire, on est dans un état d'esprit qui n'est pas polémique, mais qui est au contraire ludique. L'intention n'est pas sérieuse. On est dans la sphère du non-sérieux. Alors, attention, après, c'est des catégories qui sont ce qu'elles sont, c'est-à-dire qu'on peut avoir des formes d'humour qui sont sarcastiques, bien sûr, et des formes d'humour qui sont satiriques, mais tu vois, c'est quand même important de distinguer aussi la satire de l'humour, comme on a distingué le sarcasme et l'humour. La satire, en général, est politique, la satire, elle dénonce, donc elle a une visée dans le réel, elle a une visée concrète et qui est aussi polémique, comme le sarcasme. C'est-à-dire que, voilà, alors que l'humour, c'est par définition la sphère du non-sérieux, du jeu, du ludique. Donc on n'est pas dans une dénonciation sérieuse. Voilà, donc c'est en gros ça qui fait la différence. Alors qu'est-ce qui fait qu'on est dans l'humour ? Moi j'ai parlé d'un pacte. Pourquoi ? Parce que en fait, ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que l'humour c'est jamais une affaire d'énoncé, mais d'énonciation. C'est-à-dire que c'est pas que la même phrase, le même énoncé, dans un certain contexte, il peut être offensif et dans un autre contexte, il peut être humoristique. Ou même parfois avec un autre ton.
Il peut être humoristique ou sarcastique. Par exemple, on dirait que vous êtes deux dans ton jean. Si c'était ma meilleure amie qui me l'avait fait et que je venais de lui dire, dis donc, on a trop mangé de chocolat, etc. Et qu'elle me dit, vraiment, là, t'es moulé dans ton jean. Ça ne m'aurait absolument pas vexé parce qu'on était dans un cadre d'un pacte humoristique où on était toutes les deux ensemble, on se disait les choses et l'idée n'était pas de faire du mal. Alors que là, l'idée de ce garçon, en plus, je veux dire rétrospectivement, si tu veux tout savoir, il voulait sortir avec moi. Mais on peut dire dans le mythe de la virilité, il paraît que les garçons, quand ils aiment les filles, ils leur parlent mal, ils tirent les cheveux. Mais voilà. C'est vraiment l'équivalent de ça. Il avait mis un gros vent, il se vengeait. Donc, ce n'était pas du tout de l'humour. Je suis très contente qu'on ait les précisions sur l'anecdote. Voilà. Complètement du sarcasme. C'est pour dire que c'est pas une affaire d'énoncer, c'est une affaire d'énonciation. Oui. Autrement dit, dans quel contexte, qui parle, qui est visé, qui est présent, qui est la cible et dans quel état d'esprit. Et donc, c'est tout ça qui constitue le pacte humoristique. Alors, j'ai essayé dans mon livre, d'analyser exactement chacun de ces points. Donc, qu'est-ce qui fait qu'un contexte prête à l'humour ou pas? Qu'est-ce qui fait qu'un locuteur, par exemple, dans qui parle, c'est intéressant de voir que le comique n'échappe pas au rapport de pouvoir. Il est même au cœur des rapports de pouvoir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le même énoncé, encore une fois, quand il est émis par une personne qui est en position de pouvoir, par exemple, si c'est un prof qui fait une blague typiquement homophobe ou sexiste à un élève, c'est horrible. C'est dans un rapport de domination. Il va dire vous n'avez pas d'humour. Non, en réalité, c'est purement de l'attaque. Totalement, ouais. Parce que c'est asymétrique, tu peux pas répondre. Donc le boss qui vanne un subalterne, c'est une affaire de domination et d'oppression. Je veux dire, c'est pas, sauf si la blague est très légère, mais si c'est une blague raciste, sexiste ou homophobe, il y a aucune chance que ce soit de l'humour. Donc on va appeler ça du comique satirique ou du comique sarcastique, mais ça n'est pas de l'humour. C'est pour ça que, en fait, je rebondis quand cette fameuse blague en terminale où ils m'ont dit t'as pas d'humour, j'avais envie de lui dire, j'aurais dû lui dire, mais non, mais c'est pas de l'humour, c'est du sarcasme. C'est de l'attaque, ouais. Donc voilà, et j'avais pas les armes. Et en fait, je crois que j'ai écrit le bouquin pour donner des armes aux gens à qui ça arrive, parce qu'on est tous ou toutes victimes de blagues offensantes, dégradantes. Et quand la personne vous dit tu n'as pas d'humour, lui répondre mais oui, mais si, j'ai de l'humour. C'est toi qui n'en as pas, en fait. Toi, t'en as pas. T'es pas dans l'humour, t'es dans l'attaque. Je voulais simplement revenir sur un fait, la jurisprudence, on va dire, des proches. On parle des proches. Tu as parlé tout à l'heure de la phrase « on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui ». Alors, il faut quand même savoir que cette phrase, des proches l'a prononcée à Jean-Marie Le Pen. Il le disait à Jean-Marie Le Pen. Donc ça, c'est quand même intéressant. Précisément pour lui dire « je ne rigolerai pas avec vous, monsieur Le Pen ». Ce qui était très intéressant, et ça confirme complètement ce que tu expliques sur l'importance du contexte d'énonciation, c'est que cette phrase a été reprise à l'inverse par plein de gens racistes pour dire « vous voyez ». Desproges, il a dit ça à Le Pen pour dire « entre nous, monsieur Le Pen, on peut rire des Noirs et des Arabes ». Alors que Desproges disait exactement l'inverse. Donc c'est assez intéressant, je trouve, cet exemple. Et il y a un autre exemple sur lequel on peut revenir, c'est que Desproges a fait un sketch très connu que les gens exhibent toujours en disant « mais regardez, avant, on pouvait tout dire, aujourd'hui, on peut plus rien dire », où il fait un sketch qui s'appelle « On me dit que des Juifs se sont cachés dans la salle ». Et ce que tu rappelles, c'est que ce sketch, il le faisait au bout d'1 heure de spectacle, une fois que le pacte humoristique, justement, était scellé avec le public, et que le public savait que face à eux, Desproges était quelqu'un de, justement, pas antisémite. Et que ça permettait de faire des blagues pour qu'on comprenne, sans équivoque, que Desproges se moque des antisémites et non pas des juifs. Exactement. Ça, c'est très intéressant, je trouve. Exactement. Je reviens pas dessus parce que tu l'as magnifiquement résumé. Mais en revanche, on peut revenir sur le tribunal des flagrants délires, l'émission dans laquelle Le Pen, effectivement, était invité et on lui posait cette question, peut-on rire de tout? Et il avait dit oui, mais c'est oui, mais pas avec tout le monde. Et en fait, tout le monde a mal interprété cette phrase, a compris qu'il voulait dire il y a des gens qui sont vraiment trop susceptibles, c'est ça, qui prennent tout mal, prennent tout mal, donc on peut plus rien dire, et cette rhétorique-là. Et en réalité, il voulait pas du tout dire ça. Il voulait pas dire on peut pas rire avec tout le monde parce qu'il y a des gens trop susceptibles pour entendre mes blagues, mais il disait je ne peux pas rire avec des gens dont le système de valeurs me répugne. Et il avait donné comme exemple un stalinien pratiquant, un terroriste hystérique et un militant d'extrême droite. Ça veut dire qu'il refuse de rire des blagues de ou avec quelqu'un dont les idées lui font horreur. Et donc c'est ça qu'il voulait dire à Jean-Marie Le Pen.
Donc effectivement, moi j'ai aucune envie de rire ni avec Jean-Marie Le Pen quand il fait sa blague sur Durafour crématoire, j'ai pas non plus envie de rire avec Marine Le Pen quand elle fait sa blague sur les éoliennes, c'est comme les migrants, tout le monde est pour mais personne n'en veut près de chez soi. Bon dans la bouche de Marine Le Pen, dont on connaît les positions anti-migratoires, eh bien c'est de l'attaque. C'est purement c'est pas de l'humour. C'est une attaque sarcastique contre les migrants. Donc voilà, c'est contre les exilés, pardon, parce que migrants, c'est moche comme terme. Voilà, cette phrase, elle est hyper intéressante parce qu'effectivement, cette rhétorique du « on peut plus rien dire », je sais pas si tu veux que je développe. Alors si, justement, c'est la question que j'allais te poser maintenant parce que tu as répondu dans l'émission et j'ai trouvé ça génial. Comment répondre quand quelqu'un nous dit « on peut plus rien dire », comment répondre en 3 points? Alors, premier point, on peut plus rien dire, c'est une très vieille rengaine. Donc à chaque génération, on a l'impression que c'était mieux avant. En fait, c'est la rhétorique de c'était mieux avant. Tout était mieux avant. Bien sûr. Les femmes s'habillaient mieux, elles étaient plus élégantes, on pouvait fumer dans les restaurants et tout allait mieux et on pouvait polluer et tout était mieux avant. Donc la rhétorique du c'était mieux avant, on la connaît. Et puis au 19e siècle, c'était vraiment un lieu commun de dire que on riait beaucoup plus sous l'ancien régime, tout était tellement mieux, etc. Bon, donc premier point, rien de nouveau, et surtout quand on fait référence en général à on riait mieux avant, on fait référence aux années 70, 80. Bon, on oublie que jusqu'en 1974, l'ORTF exerçait une censure absolument drastique sur les tu rappelles que des proches des Coluche étaient souvent censurés. Tout le temps. Le fameux sketch de viol de Monique, qu'aujourd'hui tu peux regarder en un clic sur Internet, donc il est absolument pas censuré. Ouais. À l'époque, il était censuré. On ne pouvait pas l'entendre. C'est vraiment une illusion rétrospective ou une amnésie, je sais pas comment tu veux appeler ça, mais enfin, en tout cas, ça ne repose sur rien. Aujourd'hui, on dit 1000 fois plus de choses qu'autrefois. Donc, 1, c'est faux. Alors, 1, c'est faux. 2, il est vrai qu'il y a certains contenus qui, aujourd'hui, passent moins bien. Et ce sont les contenus qui sont dégradants. Donc, on a parlé tout à l'heure des blagues sexistes, racistes, homophobes, antisémites, etc. Et donc, ces blagues-là, elles passent moins bien parce qu'aujourd'hui, on a compris qu'elles avaient un effet délétère, c'était un rire de dégradation qui avait pour effet pervers de consolider les stéréotypes. Donc, par exemple, à force d'entendre dire que les femmes sont cruches, qu'elles savent pas conduire, etc., on finit par le croire, alors qu'en réalité, c'est véhiculé par des blagues, mais ça finit par avoir un effet dans le réel. À force de faire des blagues sur les Noirs et les Arabes qui sont malhonnêtes, eh bien, le résultat, c'est que ils vont être discriminés sur le marché de l'emploi, sur le marché immobilier, on va refuser un appart, un job, etc., parce qu'on va se méfier, parce que toutes ces blagues finissent par avoir un effet dans le réel. Donc, il est assez normal qu'aujourd'hui, elles passent moins bien. D'ailleurs, ce sont des propos qui tombent sous le coup de la loi. Et tu rappelles aussi que, d'ailleurs, pendant l'entre-deux-guerres, ça a été démontré que les blagues antisémites ont contribué à légitimer en fait l'antisémitisme qui a donné ensuite la Shoah et les politiques d'extrême droite. Donc finalement, les effets sur le réel, ils ont été démontrés. Oui, absolument, parce qu'il y avait toutes sortes de journaux satiriques à l'époque où il y avait des caricatures de juifs avec ce nez crochu, le prédateur, voleur, cupide, sale, etc. Donc, et ces caricatures ont pénétré les esprits et ont eu un effet délétère sur les consciences. Donc, ils ont nourri l'antisémitisme. Ils ont contribué au fait que on a pu s'acclimater à cette idée qu'ils étaient déportés et qu'on savait pas où ils partaient. Bon, de toute façon, c'était des juifs, c'était pas grave. Ouais. Voilà. Donc, il y a des choses qu'on peut plus dire, mais parce que ça a des effets réels. Voilà. Et c'est pas juste des blagues. Voilà. C'est pas juste des blagues. Et 3. Et le troisième, c'est qui est le on qui peut plus rien dire. Parce que, à y regarder d'un peu plus près, il y a des tas d'humoristes ou de locuteurs aujourd'hui qui n'avaient pas accès à la scène comique et qui aujourd'hui peuvent s'exprimer. Je pense notamment aux femmes et aux minorités racisées qui étaient invisibilisées complètement. Donc, quand on prend l'exemple des femmes, les femmes, ça se faisait pas pour une femme de faire rire pour toutes sortes de raisons, à la fois esthétiques, éthiques, morales. Une femme bien, respectable, ne rit pas aux éclats, c'est malséant, ça déforme les traits du visage, etc. Et donc, le fait que les femmes aujourd'hui se sont emparées du rire pour en faire un outil d'émancipation, de la même manière que les minorités racisées osent maintenant reconfigurer les imaginaires en montrant une autre image et des femmes et des minorités. Donc ça, c'est un point extrêmement positif.
Je ne l'avais donné que 3 points, mais j'en rajouterai un quatrième. Exclusivité fil d'actu. Un quatrième, c'est qu'il faut quand même rajouter aujourd'hui que même s'il y a un contrepoint, il y a effectivement aujourd'hui moins de censure juridique qu'autrefois, c'est-à-dire qu'il en faut beaucoup pour que les tribunaux condamnent. Dès lors qu'il s'agit de comics, c'est assez rare que les tribunaux condamnent une blague. En revanche, il y a une forme de censure qui s'exerce non pas de la part des gens trop susceptibles ou des politiquement corrects, etc., mais qui s'exerce de la part du pouvoir économico-médiatique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y en a qui ont les moyens de sanctionner, de virer, de licencier, de ne pas diffuser, etc. Et c'est ceux qui sont à la tête des grands groupes médiatiques. Donc là, effectivement, il y a un pouvoir... Donc la censure ne s'exerce pas là où on le croit. Exact. C'est pas que le politiquement correct, ce qu'on appelle le politiquement correct, mais il y a aussi les dictates du politiquement incorrect. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des propos qui sont censurés, qui n'ont pas le droit d'être émis sur certaines ondes parce qu'ils choquent, qu'ils scandalisent. Et ça, c'est une forme de censure, pour le coup. Donc la censure n'est pas forcément là où on croit. On nous répète que finalement on peut plus rien dire parce qu'on peut plus offenser les dominés, en gros, qui s'offusquent et qui sont susceptibles. Mais en fait, ce que tu nous dis, c'est que pas du tout. La censure ne s'exerce plutôt contre les personnes subversives. Il y a deux choses. Donc il y a effectivement les gens qui tiennent les manettes et qui décident, et qui peuvent suspendre, licencier, annuler, etc. Mais il y a aussi une autre forme. Alors je dirais pas que c'est de la censure, mais je dirais de l'intolérance sociale. C'est le fait que les réseaux sociaux aujourd'hui s'emparent de tout et de rien et de la moindre petite phrase pour la monter en épingle. Un indigné, en quelques minutes, il peut fédérer sa horde de haters et qui vont inonder les rédactions de mails incendiaires, demander la peau des humoristes. Il y a ça Bien aussi. Sûr. Donc là, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est aujourd'hui, du fait des réseaux sociaux, qui peut-être pousser certains humoristes à s'auto-censurer ou en tout cas ne pas dire tout ce qu'ils pensent. C'est possible. Ce qui est important ici, c'est d'établir des nuances. C'est-à-dire, qui ne peut plus dire quoi? Parce que quand on parle de la liberté d'expression aujourd'hui aussi, c'est un vaste gloubi-glouba. On ne sait pas de quoi on parle. Parce qu'en fait, la liberté d'expression, à l'origine, c'est une parole subversive pour critiquer les dominants. Donc à l'époque, c'était passible de tribunaux, de s'attaquer au roi ou à l'église. Donc la liberté d'expression, c'était vraiment une valeur de subversion, d'émancipation, etc. Et aujourd'hui, ce thème de la liberté d'expression est toujours revendiqué par cette veine subversive, mais aussi, malheureusement, dans la lignée américaine, par exemple, dans le fait de pouvoir tout dire, y compris de tenir des propos homophobes, racistes, sexistes et aussi climato-sceptiques. Donc le fait de dire on a le droit de tout dire, laissez-nous dire ce qu'on veut. Si on a envie de dire que le climat ça n'existe pas, c'est notre droit d'avoir des opinions et de les exprimer. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est devenu une notion qui s'est complètement dévoyée et on sait plus ce qu'elle veut dire en fait. Je vais faire le lien avec l'actualité et comme ça on arrivera au dernier moment de l'entretien où on parle plutôt de l'actualité. Et ce que tu évoques là, ça me fait penser que là on enregistre, on est début janvier. Cette semaine, il y a eu les 10 ans de l'attentat de Charlie Hebdo, où justement plein de discussions sur qu'est-ce que c'est je suis Charlie. Est-ce qu'on peut encore dire je suis Charlie aujourd'hui? Bien sûr, on est Charlie au sens où on est pour la liberté d'expression, on est contre le délit de blasphème. Évidemment, on soutient la rédaction de Charlie qui a été décimée. Voilà, ça fait pas l'ombre d'un doute. Mais pour autant, moi, ce qui m'avait un petit peu mis mal à l'aise à l'époque de la publication des caricatures en question, dégradantes pour le prophète Mohammed, c'était que on avait condamné les journaux américains et anglais qui n'avaient pas voulu republier ces caricatures, en opposant deux camps. Il y aurait eu le camp Charlie, qui était le camp de la raison, de la liberté d'expression et du courage, et puis le camp de la lâcheté, de l'obscurantisme et de la censure, et qui était le camp de ceux qui avaient choisi de ne pas republier les caricatures. Et moi, ça m'avait gênée parce que je me dis, en fait, il n'y a pas d'un côté le camp du bien et le camp du mal, et je pense qu'il y a un texte qui peut nous éclairer là-dessus. C'est le texte de Max Weber dans Le Savant et le Politique, quand il distingue les deux formes d'éthique, l'éthique de conviction et l'éthique de responsabilité. Pour faire très schématique, il dit qu'en fait, il y a deux éthiques qui se confrontent, qui sont toutes les deux rationnelles, mais qui n'ont pas les mêmes conséquences. C'est-à-dire qu'il y a d'abord l'éthique de conviction, et ça, c'est l'éthique Charlie. C'est-à-dire que l'éthique de conviction,
elle se soucie exclusivement de ne pas trahir une conviction. Donc, elle va ériger une valeur comme absolue et elle va défendre cette valeur en marginalisant tout le reste, c'est-à-dire les autres valeurs potentiellement menacées, le contexte et les conséquences. Donc, par exemple, ici, dans ce cas, les principes supérieurs, absolus, c'est la liberté d'expression et c'est la laïcité. Et ça, c'est brandi comme un absolu. Donc, ça, c'est une éthique possible. Donc, c'est agis selon ta conviction, quelles que soient les conséquences, dis ce que tu penses. Mais il y a une autre éthique qui est aussi une éthique rationnelle, qui est l'éthique de la responsabilité, qui est l'éthique qu'avait suivi donc la presse américaine et anglaise, enfin les journaux qui n'avaient pas voulu republier ces caricatures, en disant donc l'éthique de responsabilité, elle se soucie des conséquences et de l'efficacité que ça va avoir. Donc là, on va encourager plutôt le compromis. C'est pas forcément la compromission. Et donc, c'est une éthique qui dit plutôt agis en fonction des effets concrets que tu peux raisonnablement prévoir. Et là, il se disait, mais en fait, c'est quoi le but ? Le but, c'est de freiner le terrorisme. Est-ce qu'on le freine ou dénoncer ? Est-ce qu'on le freine ? Ou est-ce qu'on choque pour choquer ? Ou voilà. Ouais. Chacun est libre de préférer l'une ou l'autre éthique, puisque Max Weber nous dit, elles sont toutes les deux parfaitement rationnelles. Sauf que moi, je pense qu'il faut de la cohérence. Et ce qui m'avait frappé, au moment de l'affaire Meurice, où tout le monde lui était tombé dessus, c'est qu'en fait, les mêmes qui avaient défendu l'éthique de conviction pour Charlie, en disant, vas-y, dis ce que tu penses, il faut avoir le courage de tenir ses opinions, on s'en fiche, voilà, c'est la liberté d'expression. Bien, ce sont les mêmes qui lui ont dit, ah non, mais quand même, on peut pas tout dire. Ce sont les mêmes. Et en réalité, ça veut dire qu'il y a certaines idées qui sont acceptables et d'autres qui ne sont pas acceptables et qui ne méritent pas la liberté. Donc c'est un aveu que la liberté d'expression n'est pas totale. Exactement. Et que peut-être qu'elle ne doit pas l'être. Mais dans ce cas-là, mettons-nous d'accord et en fait, n'ayons pas un deux poids deux mesures. Exactement. Bien sûr, Donc le procès qu'on a fait à Guillaume Meurice en disant voilà, en ce moment, on peut pas dire ce genre de choses parce que ça risque de réveiller l'antisémitisme, etc. Eh bien, on aurait pu faire exactement la même remarque. Ne publions pas les caricatures de Mahomet parce que ça risque de réveiller le fanatisme islamiste, etc. Donc, moi, chacun est libre de choisir, mais soyons cohérents. Et d'ailleurs, dans cette semaine, Jean-Marie Le Pen est mort et il y a eu des scènes de liesse et de célébration dans plusieurs endroits. Alors moi, j'avoue que j'ai trouvé ça génial. Personnellement, ça m'a apporté beaucoup de joie. Voilà. Et évidemment, il y a eu toute une indignation, une polémique. Et finalement, j'ai trouvé ça génial parce qu'il y a plein de gens qui ont répondu, comme Jean-Marie Le Pen, en plus, est mort le jour des 10 ans de l'attentat de Charlie Hebdo. C'était quand même intéressant. Genre, ils disent, alors, on n'est plus Charlie. Voilà. Et donc, j'ai trouvé ça intéressant aussi. Donc, ça va avec ce que tu dis. Finalement, vous êtes pour rire ou ne pas rire, quoi. Il y a eu deux choses qui ont été très discutées. C'est le fait qu'on ait fait des blagues et le fait qu'on ait fait la fête. Alors, pour ce qui est des blagues et du mauvais goût, lui, il avait passé sa vie à faire des blagues de mauvais goût sur les Roms. Il avait dit « je suis pas Charlie, je suis plutôt Charlie Martel ». Et le jour de la mort de Mitterrand, il a déclaré « ah il est parti, c'est bien fait ». Bon, c'est pas spécialement drôle en plus. Bon, lui, il a passé sa vie à faire des blagues et des provocations. Par ailleurs, il est vrai que on ne devrait pas se réjouir de la mort de quiconque, sauf que... Oui, voilà, moi je suis pas d'accord avec ça. Sauf que, je vais te dire, j'ai réfléchi en venant et je me suis dit, ça aurait été Marine Le Pen qui a la soixantaine ou Jordan Bardella, j'aurais trouvé que se marrer ou faire la fête, voilà, aurait peut-être été un peu de mauvais goût, mais la mort d'une personne de 96 ans n'est pas une tragédie. Oui. Ça n'est pas une mort tragique. C'est juste une fin. Voilà. Et souvent, parfois même, la mort de 96 ans, c'est parfois même un soulagement pour la personne et pour son entourage. Donc, c'est pas la même chose de se moquer de la mort d'un vieillard et de la mort d'un... Alors, je comprends très bien cette distinction. Moi, je pense que je suis plus radicale que toi et que j'aurais fait la fête pour la mort des deux autres dont tu as parlé. Parce que je trouve que la mort n'accorde pas le respect. Oui, quand la vie a été faite de haine et d'abomination. Et Jean-Marie Le Pen, c'est un tortionnaire. C'est quelqu'un qui a torturé, assassiné. Moi, je n'ai pas fait la fête. Je n'ai pas fait la fête, mais je n'ai pas condamné le fait que les gens ont fait la fête. Tu n'en pensais pas, moi. Voilà. Non, mais voilà, ça m'a pas choqué, ça m'a pas scandalisé. Effectivement, t'es un type qui a torturé, qui vient de l'OAS, de Ordre Nouveau. Oui. Bon, voilà, il y a rien de très très joli. Il a passé sa vie à attiser la haine. Sa fille fait la même chose. Donc non, on va pas pleurer. Non. Bon, moi je suis pas allée faire la fête, mais ça m'a pas choqué outre mesure parce que lui, je pense qu'il s'est réjoui de la mort de Georges Marchais et il s'est réjoui de la mort de Mitterrand et il a certainement fait la fête. Absolument. Je suis totalement d'accord avec toi.
peut-être on va terminer sur une question, puisque tu t'attaques, comme on a pu le voir dans ton parcours philosophique et tes réflexions, à des gros mythes, à des gros morceaux, quoi. L'amour, la virilité, le rire. Est-ce que tu as déjà une idée de ton prochain livre, peut-être de ton prochain thème? Oui. Ah, est-ce que tu veux bien nous le dire? C'est pas obligé. Écoute, ça va tourner autour des violences faites aux enfants. Ah, donc on en parlait tout à l'heure. On en parlait D'accord. tout à l'heure. Voilà. Ah bah, j'ai hâte de lire. Parce que ce que je trouve vraiment remarquable dans ta manière de pratiquer la philosophie, et moi je dois dire que c'est ce que j'essaye de faire aussi, alors j'espère le faire aussi bien, mais de toujours se dire, ok, on a un thème qui nous paraît monolithique et immuable et éternel en fait, et donc se dire non, c'est quelque chose qui est construit historiquement, donc prenons l'histoire, déconstruisons l'histoire. Exactement. Pour donner une épaisseur historique, et qui dit épaisseur historique dit c'est construit et donc déconstructible. Et donc, ça veut dire qu'on peut peut-être penser autrement. Tu résumes ça merveilleusement. C'est exactement ça. Ouais. C'est que, en fait, tout ce qui est construit peut être déconstruit. Bien sûr. C'est pour ça que c'est important de dénaturaliser totalement. les choses et les rapports de genre et les rapports, pas seulement entre les genres, mais à intra-genre, entre les hommes, les vrais, et ceux qui ne sont pas dignes d'être appelés des vrais hommes. Donc, oui, il faut dénaturaliser un certain nombre de constructions. Ça demande beaucoup de temps, ça demande beaucoup d'énergie et ça nous expose à être très critiqués. Parce que précisément, ce qui est naturel, ce qui passe pour naturel, pour beaucoup de gens, ça ne peut pas être remis en question. C'est comme le fait de respirer. Ça génère des résistances. Ouais. Voilà, il y a les résistances terribles. Donc, on fait un travail de démineur, de démystification qui est coûteux en énergie et en attaque. Voilà. Bon, en tout cas, j'ai hâte de lire ton ouvrage sur tes réflexions sur la. J'ai hâte que tu m'invites pour en parler. Merci en tout cas, Olivia, d'être venue. C'était passionnant. Merci à toi, Alice. Merci beaucoup. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Avec plaisir. Vous venez d'écouter un entretien du Fil d'Actu. J'espère que l'épisode vous a plu et avant de se quitter, je voulais vous dire un petit mot important. Ce podcast est totalement gratuit, indépendant et sans publicité. Et il ne survit que grâce à vos dons. Alors, si vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un don ponctuel ou récurrent en cliquant sur la page indiquée en description. Merci d'avance pour votre soutien et on se retrouve mercredi pour un nouvel épisode du Fil d'Actu.